8h40 sur studioqualita.com, c'est l'heure de la revue de la presse, des médias et des sites d'information israéliens de ce matin. Une revue que nous allons débuter par la visite de Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump, en Israël et à Ramallah. Une visite de 24 heures qui a été abondamment mentionnée par les médias israéliens hier soir, mais qui est un peu marginalisé, on va dire, dans certains journaux ce matin, comme le Yediot Aharonot, qui la mentionne en particulier à travers la décision de Jared Kushner de se rendre, avant même d'aller voir Binyamin Netanyahou à Jérusalem, de se rendre près d'Ashdod, au domicile de la famille Malka, pour présenter ses condoléances et celles du président du président américain Donald Trump pour la perte d'Adas Malka, qui, vous le savez, a été assassiné vendredi soir dernier près de la porte de Damas à Jérusalem, au cours de cette rencontre particulièrement émouvante, mentionnée donc en évidence par le Yediot Aharonot. Les parents d'Adas ont raconté à Jared Kushner avec quel courage la jeune femme a lutté contre son assaillant. Et le père d'Adas a fait remarquer au gendre juif du président américain que d'un côté, du côté israélien, eh bien, il y avait une mère qui pleurait sa fille, et que de l'autre côté, du côté palestinien, il y avait une mère palestinienne, celle de l'agresseur d'Adas, qui vantait son fils et regrettait qu'il n'ait pas tué plus d'Israéliens. C'est le message qu'a souhaité faire passer le père d'Adas Malka, donc au conseiller et gendre du président américain Donald Trump. La rencontre, plus précisément avec Binyamin Netanyahou et Jared Kushner à Jérusalem, a duré donc près de 3 heures. Kushner était accompagné du conseiller spécial du président pour le Proche-Orient, Jason Greenblatt, et de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman. La seconde chaîne de télévision a détaillé la rencontre, même si on n'a pas pu effectivement affirmer donner beaucoup de conclusions concernant la teneur de cette rencontre. On sait qu'apparemment les deux conseillers voulaient entendre de la bouche de Binyamin Netanyahou quelles sont aujourd'hui les revendications israéliennes dans le processus de paix, et plus spécifiquement quelles sont les positions de l'actuel gouvernement sur les dossiers, on va dire, au cœur du conflit israélo-palestinien, à savoir le statut de Jérusalem, le tracé du futur État palestinien et le dossier des réfugiés palestiniens. À l'issue de ces 3 heures d'entretien, la Maison-Blanche a publié un communiqué, on va dire réaliste, dans lequel elle a affirmé que les États-Unis savaient qu'il allait falloir être patient afin de parvenir à une paix entre Israël et les Palestiniens. Peu après la fin de leur rencontre à Jérusalem, Jared Kushner et Jason Greenblatt se sont rendus à Ramallah. Ils ont été reçus par le raïs palestinien Mahmoud Abbas, et le site Ynet actuellement publie sur sa page d'ouverture les premières conclusions, les premières répercussions de cette rencontre, qui aurait été apparemment tendue, en particulier à cause du refus de Mahmoud Abbas de cesser le virement des salaires aux terroristes palestiniens. On sait qu'il s'agit là d'une pierre d'achoppement particulièrement forte entre les Américains, qui exigent donc l'arrêt de ces virements de salaire, et les Palestiniens, Mahmoud Abbas, qui ne peut pas geler totalement le virement de ces salaires, de crainte de perdre la rue palestinienne. Le site Walla nous présente des déclarations du commandant en chef de la région sud, le général Eyal Zamir, qui a mis en garde hier le Hamas. Attention, s'il devait y avoir une nouvelle confrontation militaire, vous seriez surpris de nos capacités sur tous les points. Et pour être plus précis, le général Zamir a déclaré donc dans Voilà, nous allons continuer à renforcer nos capacités sur la terre ferme et dans nos sous-sols, allusion à la construction par Israël du mur souterrain qui doit empêcher le Hamas de creuser de nouveaux tunnels offensifs en direction du territoire israélien. Une construction de ce mur qui a été accélérée au cours des dernières semaines. Et justement, à propos de la bande de Gaza, le site Walla et le site d'information en anglais et en français Times of Israel parlent de la crise de l'électricité et nous apprennent que celle-ci pourrait trouver une issue très prochainement, et ce grâce aux excellentes relations qu'entretiennent un homme, Mohamed Dahlan, tant avec l'Égypte qu'avec les pays sunnites du Golfe Persique. Dans les médias palestiniens à Gaza, on affirme en effet que l'Égypte s'apprêterait à acheminer très vite des centaines de tonnes de mazout qui pourraient réactiver la centrale électrique de Gaza. Et cette décision égyptienne s'inscrirait dans le cadre d'un accord
de réconciliation qui serait en train de se préparer entre le Hamas et donc celui qui fut son ennemi juré, Mohamed Dahlan. Rappelons que Dahlan, lui-même originaire de la bande de Gaza, a été exclu du Fatah par Abou Mazen, qui le considère comme son rival le plus dangereux, et ce, après que Dahlan ait été, au début du processus d'Oslo, dans les années 90, le chef des services de renseignement de l'autorité palestinienne. Il s'avère que Dahlan connaît le nouveau leader du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, depuis sa tendre jeunesse, ce qui leur aurait permis de consolider ces liens et peut-être donc de trouver un accord sur ce dossier de l'acheminement d'électricité donc dans la bande de Gaza. Si cet accord entre Dahlan et le Hamas devait être confirmé, il pourrait s'agir d'un développement important, capital, surtout d'un véritable camouflet pour Mahmoud Abbas qui tente de faire plier le Hamas depuis plusieurs semaines dans l'espoir de retrouver le pouvoir sur la bande de Gaza, un pouvoir qui lui a échappé il y a 10 ans, presque jour pour jour. Et le Times of Israel, lui, se fait l'écho d'une nouvelle initiative, presque dans ce contexte, de la part de Nikki Halil, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, qui veut faire voter une résolution au sein des Nations Unies punissant les États qui continueraient à soutenir le Hamas. Ils ne sont plus très nombreux, ces États, parmi eux, on le sait, le Qatar, mais aussi l'Iran, qui s'est considérablement rapproché du mouvement terroriste au cours des derniers mois. Le Israël Hayom nous affirme que c'est dans un contexte, on va dire, de relance du processus de paix que Binyamin Netanyahou a demandé à la commission de planification de la mairie de Jérusalem de valider envers et contre tout la construction de quelques 7000 unités de logement dans la ville de Jérusalem. Selon le président de la commission, l'adjoint au maire Meir Torjman, il s'agit là d'une décision importante qui va permettre de développer la ville. Torjman a indiqué que parmi ces 7000 unités de logement, 3400 seront construites à Gilo et plus de 2000 à Har Homa. Du côté du Premier ministre, on affirme qu'il ne peut pas y avoir de contradiction entre la volonté d'Israël de relancer le processus de paix et son désir légitime de construire et de reprendre la construction dans les quartiers est de Jérusalem, dans la partie est de la capitale. Et puis dans la page édito du Israël Hayom de ce matin, Nadav Shragai, qui a écrit plusieurs ouvrages sur la situation politique à Jérusalem, affirme qu'il est grand temps qu'Israël neutralise l'influence de plus en plus marquante de la Turquie dans la capitale israélienne et surtout sur le mont du Temple. Il revient sur les révélations du Israël Hayom d'hier, sur le fait que des fonds importants étaient versés par la Turquie pour prendre le contrôle du mont du Temple à la Jordanie, qui gère cette zone à haut risque à travers le Waqf musulman. Le site NRG nous consacre ce matin sa page d'ouverture à la décision du roi Salman d'Arabie Saoudite de nommer son fils Mohammed ibn Salman au poste de prince héritier à la place de son neveu. Une décision qui a secoué non seulement le royaume saoudien mais l'ensemble du Golfe Persique, et une décision qui, selon NRG, a mis la pression sur les Iraniens qui ne cachent pas leurs appréhensions après cette nomination. En effet, Mahmoud ibn Salman est un farouche partisan de la formation d'un axe sunnite anti-iranien très solide, et de ce point de vue, son arrivée à 31 ans sur le devant de la scène en Arabie Saoudite est une bonne nouvelle pour Israël, affirment ce matin les analystes israéliens dans la presse israélienne de ce matin. Le Haaretz et le Yediot Aharonot nous annoncent que 1500 personnes ont manifesté hier à Jérusalem avec une exigence que l'État d'Israël reconnaisse l'enlèvement des enfants yéménites au début de l'existence d'Israël. Ce dossier brûlant a été remis sur le devant de la scène il y a quelques semaines. Nous en avons déjà parlé après les révélations de Israël Hayom, selon lesquelles des médecins israéliens se seraient livrés à l'époque à des expériences médicales sur des enfants yéménites en bonne santé, des expériences qui parfois auraient entraîné la mort de certains de ces enfants. Les familles de ces enfants disparus exigent la réouverture des tombes de leurs enfants et la réouverture également des dossiers d'adoption. Dans les années 50, les journaux soulignent que plusieurs membres de familles qui ont perdu des proches, donc des enfants yéménites disparus, ont raconté lors de la manifestation d'hier à Jérusalem leur histoire personnelle et particulièrement douloureuse. Le Times of Israel, dans sa version française, nous fournit ce matin deux informations intéressantes avec lesquelles nous allons terminer cette revue de la presse et des médias israéliens. La première information est liée à la haute technologie israélienne. Selon le site, le géant informatique Intel se serait associé à des sociétés de haute technologie israéliennes spécialisées en cybersécurité, et ce afin de développer des technologies capables de déjouer des projets subversifs de hackers.
Le second titre, on va le dire, est plus décontracté puisqu'il s'agit de culture, on va dire de spectacle, et de Michel Boujna, le célèbre comique franco-tunisien, se produira le 28 juin prochain, c'est-à-dire mercredi prochain à Tel Aviv, dans son spectacle La vie rêvée, dans lequel Boujna fait réapparaître son célèbre chapeau. Voilà ce que l'on peut dire sur la presse et les médias israéliens de ce jeudi matin. Comme promis, nous allons nous retrouver dans quelques instants avec une invitée qui est encore à Paris, mais qui sera parmi nous en Israël dans un peu plus d'une semaine, dans une semaine très exactement, puisqu'il s'agit d'Alexandra, qui prépare son alia avec son mari et son fils et qui montera en Israël le 28 juin prochain, après avoir participé mardi soir à la cérémonie d'adieu organisée par le consistoire et l'agence juive, l'adieu des Olim de France, qui monte cet été en Israël. Nous parlerons avec elle de ses préparatifs.